بر الأمان. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, bienvenue à Tunis avant tout. Merci, bonjour. Bonjour et bienvenue. Votre visite s'inscrit dans le cadre du lancement d'un jumelage institutionnel entre l'Assemblée nationale et l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple tunisien. Si un Tunisien devait retenir 3 points essentiels de ce jumelage, que lui diriez-vous? Nous allons aider l'ARP à être le cœur battant de la démocratie tunisienne. Un Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Et concrètement? Et nous allons donc avoir le déblocage d'une somme qui a été proposée par l'Union européenne d'1,63 million d'euros pour aider l'Assemblée à la fois à assurer son autonomie financière, à améliorer la formation de son administration, afin d'être un véritable lieu où l'on peut à la fois entendre les messages qui ont été portés par les Tunisiens au moment de la dernière élection législative et faire vivre ce lien qui doit exister, ce débat qui doit exister entre le gouvernement et le Parlement. Et cette initiative émane c'est une demande de l'ARP elle-même ou c'est une proposition de l'UE ou de l'Assemblée nationale? C'est une demande qui a été faite par l'ARP, c'est une demande qui a été acceptée par l'Union européenne, qui a ouvert un appel d'offres en direction de tous les parlements européens qui étaient intéressés. Et nous allons être partenaires juniors avec nos amis italiens qui participeront à cette formation qui va s'étaler sur 36 mois et où nous aborderons avec l'ARP ces questions d'autonomie que je viens d'évoquer, cette question d'ingénierie démocratique, ces questions aussi de communication, parce qu'on sait que pour pouvoir faire vivre la démocratie, il faut que cette démocratie soit en mesure de communiquer. Donc, vous voyez, bon nombre de sujets qui doivent vraiment démontrer, comme c'est le cas partout, que quand on vote, quand on élit des députés, c'est utile et ça sert à quelque chose. J'aimerais évoquer avec vous le sujet de la décentralisation. En Tunisie, nous sommes en train de mettre en place la décentralisation et en France, vous êtes en train de réformer vos collectivités territoriales qui ont été mises en place en 84. Vous baissez notamment leur nombre. Vous-même, vous êtes élu parlementaire depuis 1981, oui. Une grande expérience. Donc, quelles sont les erreurs que vous avez vécues et vues que la Tunisie pourrait éviter? Alors, il faut trouver la bonne dimension des collectivités locales et territoriales. Parce qu'il n'y a rien de pire que des collectivités qui n'ont pas de moyens pour répondre à l'attente des citoyens. Et je préfère quelquefois, comme nous sommes en train de le faire en France, supprimer un certain nombre de petites municipalités qui, comme le disait le philosophe en reprenant cette phrase, c'était résumé en disant « Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Et il n'y a rien de plus terrible que d'avoir quelquefois des collectivités qui ont le titre, qui ont les élus, et qui ne peuvent pas agir pour améliorer le quotidien des citoyens. Donc il faut des collectivités locales qui, en termes de périmètre et en termes de moyens, peuvent avoir la possibilité de mettre vraiment des compétences au service du développement économique, social, environnemental pour les différents citoyens. Alors de 1984 à 2014, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement? Alors pourquoi rétrécir et concentrer? Ça n'a pas rétréci. Vous savez, vous avez eu raison de le dire. Le nombre de régions a baissé. Le nombre de régions, et même dans le cadre de la coopération entre municipalités, le nombre de municipalités n'a pas baissé. Et en France, nous en avons 36 000. Oui. Mais nous les avons obligés à rentrer dans le cadre d'agglomération, de coopération intercommunale, pour qu'elles aient réellement les moyens d'agir. Et au niveau des régions, nous avons trouvé pertinent d'en faire moins pour qu'elles aient réellement un seuil critique, aussi bien financier qu'au niveau des compétences, qui permettent de répondre aux secteurs qui leur ont été attribués dans le cadre de la décentralisation pour montrer à la population que les élus sont utiles, que ces collectivités sont utiles. Vous voyez, moi je ne veux pas de titre, je ne veux pas que quelqu'un puisse se dire je suis maire, président d'un conseil départemental ou régional, sans qu'il puisse se dire j'ai réellement les moyens pour assurer à la fois l'égalité territoriale et sociale sur le territoire dont j'ai la charge. Alors si je retiens, c'est l'égalité, il faut avoir des compétences et les moyens de les faire. Quels sont les autres points? L'égalité sociale et territoriale, il n'y a rien de pire. Et ici en Tunisie, vous le savez,
trop de Tunisiens se disent mais finalement autant sur la côte c'est développé, autant dès que l'on va vers le sud ou vers le centre-ouest c'est moins développé. Et du coup ils se sentent citoyens pas traités d'une manière égale. Donc il faut que ces collectivités puissent avoir les moyens de permettre de renforcer la solidarité et l'égalité par rapport aux services publics ou aux différents secteurs qui leur seront attribués en termes de compétences. Qui dit collectivité territoriale ou locale, comme on dit ici, dit aussi les mandats. Le cumul est une des questions qui va se poser aujourd'hui en Tunisie. J'aimerais avoir votre expérience à ce sujet. Est-ce qu'en fin de compte, le cumul sert plus l'élu ou le citoyen électeur? Tout dépend du pouvoir de chacune de ces collectivités. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui est français. Au début de la Ve République, le moins qu'on puisse dire, c'est que les collectivités locales n'avaient pas beaucoup de moyens parce que la décentralisation de 84 n'était pas encore passée par là. Et donc, finalement, on avait des parlementaires, c'était peut-être la philosophie de la Ve République, qui n'avaient pas beaucoup de moyens à l'Assemblée nationale et des élus locaux qui n'avaient pas beaucoup de moyens au niveau des collectivités locales. À partir du moment où l'on joue à plein, comme c'est le cas actuellement en France, la carte de la décentralisation et du pouvoir du Parlement, eh bien c'est vrai que le cumul devient extrêmement difficile. Et à un moment donné, il me paraît normal, puisqu'on a renforcé le pouvoir et les moyens des élus locaux, nous sommes en train de renforcer les moyens des députés, que l'on n'ait pas la possibilité de cumuler une charge de député avec une charge de responsable d'une grande collectivité locale. Mais il y a du mal à faire la transition et à clairement faire une séparation entre chaque mandat électif. Donc, comment vous expliquez cela? Eh bien, écoutez, à un moment donné, il faut savoir choisir. Nous ne pouvons pas avoir des agendas qui nous amènent à ne pas être tout à fait présents dans notre collectivité locale, pas être assez présents au Parlement. Donc, en France aussi, hein, il y a eu un grand débat. Croyez-moi qu'il y avait un certain nombre de députés qui ont résisté à cette idée de non-cumul. Mais aujourd'hui, je le crois, qu'il est bon d'avoir une femme ou un homme qui a une responsabilité, qui est identifié et qui peut dire à ses citoyens, vous m'avez confié cette charge, je mets toute mon énergie pour pouvoir l'accomplir. Alors, il faut éviter le cumul, mais en même temps, c'est difficile à faire passer auprès d'une classe politique qui elle-même cumule. Vous savez, trop souvent, on a installé l'idée, non, c'est pas... trop souvent, on a installé l'idée que pour pouvoir être utile à son territoire, il faut être très présent au niveau de la capitale. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, avec une vraie décentralisation, n'est plus vrai. On est beaucoup plus utile en menant réellement et en menant son exercice et ses responsabilités au plus de ce que l'on peut faire au niveau local, sans être présent au niveau de la capitale. C'est une transition qui est quelquefois difficile à accepter pour un certain nombre d'élus, mais c'est une voie qui renforcera la démocratie et le travail qui est fait au niveau des collectivités locales. J'aimerais revenir avec vous quelques mois en arrière, lors du vote de la révision du premier article de la Constitution française. Il a eu lieu avec 75% d'élus absents. La Tunisie aussi pâtit de ce fléau d'absentéisme et les sanctions financières dans les deux pays ne semblent pas changer la donne. Alors, est-ce que c'est un problème insolvable? Non, on peut arranger les choses, mais il faut aussi accepter une idée. Un parlementaire qui serait présent à toutes les séances et qu'à sa place dans l'hémicycle n'est pas forcément un parlementaire qui a une grande activité. Aujourd'hui, un parlementaire français, d'ailleurs c'est assez intéressant à le faire remarquer à vos téléspectateurs, il est sanctionné beaucoup plus s'il n'est pas en commission où le travail se fait et s'il ne participe pas au vote solennel dans l'hémicycle. Moi, je crois qu'il faut être capable de mesurer. Nous avons un certain nombre de sites internet qui mesurent toute l'activité d'un parlementaire. Et puis, il faut aussi réussir à faire parler de cette activité de parlementaire, parce que sinon on est pris devant cette contradiction qui existe dans tous les pays. Quand vous n'êtes pas présent au niveau local, les gens disent « mais il n'est pas présent chez nous ». Et quand vous n'êtes pas dans l'hémicycle, on vous dit mais il n'est pas présent dans l'hémicycle. Donc c'est important là aussi de faire savoir. C'est pour ça que j'évoquais cette question de la communication tout à l'heure. Il est important à la fois de donner du pouvoir aux parlementaires et de montrer et de communiquer sur leur travail. J'aimerais simplement une dernière question. Vous êtes le président d'une chaîne de télévision, oui. La chaîne parlementaire. Oui. Et cette chaîne
n'a en moyenne que 0,5% de part d'audience. Oui. Aujourd'hui, une telle chaîne, une chaîne parlementaire, en quoi sert-elle la démocratie? D'autant plus qu'on n'en a pas aujourd'hui en Tunisie. Elle est très utile. Et je dois vous dire que, quelle que soit la modestie, pour le moment, de son taux d'audience, mais maintenant avec la TNT, elle va être accessible par tous les foyers, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué pour la recevoir, elle est très utile. Elle est notamment très utile pour faire savoir ce qu'est le travail parlementaire. Sur la chaîne parlementaire, l'on a des reportages sur l'activité d'un parlementaire, aussi bien au niveau de l'hémicycle que sur sa circonscription. On fait plus de travail sur ce qui se passe en commission. On éclaire les enjeux des différents votes au moment où ils doivent avoir lieu. Il y a des émissions, notamment après la séance des questions au gouvernement, pour revenir sur pourquoi ces questions ont été posées, qu'est-ce que cela représente comme priorités qui peuvent exister dans le pays ou comme besoin démocratique. Et vous voyez, j'étais tout dernièrement dans un autre pays, l'île Maurice, qui n'est pas un grand pays, il est en termes de population moins nombreux en termes de population que le département de la Seine-Saint-Denis dont je suis élu, et ils sont en train de réfléchir à la création d'une chaîne parlementaire parce que gouverner, c'est aussi faire savoir. Voter une loi, c'est aussi faire savoir. Et je crois que c'est aussi pour cela que c'est quelque chose qui me paraît un outil démocratique qui renforce là aussi le débat démocratique et l'activité parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien écoutez, le mot de la fin, c'est que nous sommes, délégation française et Parlement français, très attentifs à ce qui se passe en Tunisie parce que vous avez été l'hirondelle du printemps arabe, vous avez été le pays qui a montré qu'il pouvait y avoir une réponse démocratique à ce mouvement qui a été porté par les Tunisiens. Et croyez-moi que si je suis ici avec des élus, avec des fonctionnaires, c'est que nous savons que plus vous irez bien, plus nous irons bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous rends. بر الأمان.